Il existe une idée inconfortable que beaucoup de gens évitent de regarder en face. Peut-être que gagner, tel que le monde nous l'enseigne, est justement l'une des façons les plus silencieuses de se perdre. Toute leur vie, les gens apprennent qu'ils doivent avancer, conquérir, prouver leur valeur, grandir, accumuler des résultats et montrer qu'ils sont sur la bonne voie. Mais presque personne ne se demande si cette voie mène réellement quelque part où l'âme peut enfin se reposer. La fatigue que tant de personnes ressentent au réveil ne vient pas seulement d'une mauvaise nuit ou d'une semaine éprouvante. Elle vient d'années passées à essayer de répondre aux attentes, d'une existence entière à tenter de ne pas décevoir, à suivre le rythme des autres, à paraître fort même lorsque, intérieurement, tout semble beaucoup trop lourd. Et peut-être que la découverte la plus importante est celle-ci. Le soulagement commence lorsque l'on comprend que toutes les courses ne méritent pas d'être gagnées. Le sentiment d'être toujours en retard dans sa propre vie est devenu courant, parce que le monde moderne a transformé la comparaison en une sorte de routine invisible. On ouvre les yeux et l'on tombe déjà sur des signes indiquant qu'il faudrait produire davantage, gagner davantage, accomplir davantage, sourire davantage, vivre mieux. Il y a toujours quelqu'un qui semble plus heureux, plus riche, plus beau, plus discipliné, plus accompli. Même lorsqu'il y a un effort sincère, même lorsqu'il y a responsabilité et dévouement, il reste l'impression qu'il manque quelque chose, comme si la vie exigeait toujours une preuve supplémentaire. Peu à peu, cette exigence entre dans le cœur et commence à convaincre la personne qu'elle est en train de perdre, alors qu'elle est peut-être simplement fatiguée de jouer à un jeu qu'elle n'a jamais choisi. Le problème, c'est que personne n'aime parler de ce type d'usure. L'échec est presque devenu une honte publique, et la fatigue est désormais traitée comme une faiblesse. Admettre que l'on est perdu, que l'on ne sait plus pourquoi on court autant, que l'on ne ressent plus de joie dans les réussites qui semblaient autrefois si importantes, paraît trop dangereux. Alors beaucoup continuent à sourire, à travailler, à répondre aux messages, à remplir leurs obligations, à maintenir une image de contrôle, tandis qu'à l'intérieur, ils portent une inquiétude qu'ils n'arrivent pas à expliquer. C'est un désespoir discret, sans scandale, sans scène dramatique, mais profondément réel. Il apparaît chez le travailleur qui fait vivre sa famille et sent que ce n'est jamais assez, chez la femme qui a accompli beaucoup de choses et ressent encore un vide difficile à nommer, chez le jeune qui suit un chemin choisi davantage par peur de décevoir que par véritable désir de vivre. C'est précisément ce type de vie que Henry David Thoreau a remis en question lorsqu'il a décidé de s'éloigner du bruit du monde et de vivre simplement, près de la nature. Pour beaucoup, cette attitude semblait étrange, peut-être même être un échec, parce qu'il ne recherchait pas les symboles traditionnels du prestige. Il ne voulait pas prouver qu'il était meilleur que les autres. Il ne voulait pas être applaudi pour une brillante carrière. Il ne voulait pas livrer sa vie à une machine d'attente. En construisant une petite cabane et en vivant avec l'essentiel, il ne faisait pas que s'isoler. Il posait au monde une question profonde. Que reste-t-il d'une personne lorsqu'elle cesse de jouer le rôle que l'on attend d'elle ? La force de la pensée de Thoreau réside dans le fait qu'il ne voyait pas la simplicité comme une pauvreté, mais comme une liberté. Il avait compris que beaucoup d'hommes construisent des vies entières autour des possessions, des titres, des fonctions et de l'approbation, mais finissent sans temps, sans silence et sans présence pour habiter leur propre existence. La personne achète une maison, mais passe la majeure partie de sa vie loin d'elle, à travailler pour payer et entretenir ce qui était censé lui apporter du repos. Elle obtient un meilleur poste, mais perd des nuits de sommeil à essayer de ne pas tomber. Elle accumule les objets, les engagements et les responsabilités, mais sent que plus elle possède, moins elle respire. Dans cette logique, le succès peut cesser d'être une porte ouverte et devenir une prison bien décorée. Thoreau voyait que le prix de toute chose ne se trouve pas seulement dans l'argent payé, mais dans la quantité de vie livrée en échange. Cette idée traverse le temps parce qu'elle reste vraie. Chaque choix exige une part d'attention, d'énergie et de présence. Un niveau de vie élevé peut coûter des années de liberté. Une approbation sociale peut coûter l'authenticité. Une carrière admirée peut coûter la joie de se réveiller sans sentir un poids sur la poitrine. Et lorsque la personne comprend qu'elle a échangé du temps, de la santé et de la paix contre des choses qui ne la remplissent pas vraiment, une question difficile surgit. Est-ce que tout cela en valait réellement la peine ? Le monde enseigne souvent que gagner, c'est accumuler. Mais l'expérience montre que l'accumulation exige aussi d'être entretenue. Plus il y a d'engagement, plus il y a de pression. Plus il y a de possession, plus il y a de choses à surveiller.
Plus il y a d'images publiques, plus il y a de peur de décevoir. Ce qui semblait apporter de la sécurité commence à exiger de l'obéissance. La personne ne décide plus librement, parce qu'elle doit soutenir un mode de vie, une apparence, une attente. Elle continue d'avancer non parce qu'elle le désire, mais parce que s'arrêter paraît impossible. Et c'est à ce point que beaucoup de vies apparemment réussies deviennent profondément tristes. La réflexion de Thoreau n'est pas une invitation irresponsable à tout abandonner, mais une provocation autour de la conscience. Il ne défendait pas une vie vide de devoirs, il défendait une vie choisie. Il existe une immense différence entre assumer des responsabilités qui ont du sens et vivre simplement en répétant des modèles hérités. Une personne peut travailler, prendre soin de sa famille, construire une stabilité et malgré tout, vivre avec présence, à condition de ne pas livrer son âme à une course sans but. Le problème commence lorsque la vie cesse d'être l'expression de ce que l'on croit et devient seulement une succession de tâches destinées à prouver sa valeur aux autres. La plus grande perte n'est peut-être pas financière, professionnelle ou sociale, mais intérieure. Beaucoup de personnes continuent à fonctionner parfaitement à l'extérieur tout en s'éloignant d'elles-mêmes à l'intérieur. Elles se réveillent, travaillent, répondent, paient leurs factures, font des projets, mais ne savent plus vraiment ce qu'elles ressentent. Le corps est présent, mais l'esprit vit ailleurs. Pendant une conversation, elles pensent à la prochaine obligation. Pendant le repos, elles ressentent de la culpabilité de ne pas produire. Pendant une réussite, elles s'inquiètent déjà du prochain objectif. Ainsi, la vie se déroule, mais elle n'est pas ressentie. Les jours passent, mais ils ne sont pas vécus en profondeur. Thoreau attirait l'attention sur l'importance de vivre délibérément, c'est-à-dire de vivre avec intention. Cela signifie cesser de traiter sa propre existence comme une réaction automatique à ce que le monde exige. Cela signifie voir où l'énergie est dépensée, ce qui nourrit réellement l'âme, et ce qui ne fait que maintenir une apparence de mouvement. Dans une société pleine de bruit, l'attention est devenue l'une des formes les plus rares de liberté. Celui qui récupère sa propre attention commence aussi à récupérer sa propre vie, parce qu'il se met à voir plus clairement ce qui restait auparavant caché par l'excès de précipitation. La simplicité, en ce sens, n'est ni une esthétique ni une mode, mais une forme de lucidité. Simplifier, c'est retirer ce qui pèse sans nourrir. C'est diminuer le bruit pour mieux entendre sa propre conscience. C'est arrêter de confondre quantité et plénitude. Très souvent, l'excès de choses, d'informations, d'engagement et d'ambition ne rend pas la vie plus riche. Il la rend plus difficile à ressentir. La personne s'entoure de stimulation pour ne pas affronter le silence, mais le silence continue d'attendre, parce que c'est en lui que surgissent les questions importantes. Et les questions importantes ne sont pas toujours confortables, mais elles sont nécessaires pour que quelqu'un recommence à vivre de manière vraie. La peur de ralentir existe parce que la pause révèle ce que la hâte cachait. Quand tout devient silencieux, la personne commence à percevoir si elle est heureuse ou seulement occupée, si elle est en paix ou seulement distraite, si elle a choisi son chemin ou simplement accepté un scénario déjà écrit. C'est pourquoi tant de gens évitent le silence. Il est plus facile d'ouvrir un autre écran, d'accepter une autre tâche, d'acheter autre chose, de fixer un autre rendez-vous. La distraction fonctionne comme une anesthésie, mais aucune anesthésie ne guérit la blessure. Elle ne fait que retarder le contact avec la douleur, et une vie entière repoussée devient une lente forme d'abandon de soi. Le courage de Thoreau consistait à refuser l'idée que la normalité est toujours saine. Beaucoup de choses considérées comme normales peuvent être profondément malsaines. Il est normal d'être toujours occupé, mais cela ne signifie pas être vivant. Il est normal de se comparer, mais cela ne signifie pas grandir. Il est normal de rechercher l'approbation, mais cela ne signifie pas avoir de la valeur. Il est normal de sacrifier la paix pour le statut, mais cela ne signifie pas gagner. Le fait que beaucoup de gens fassent la même chose ne transforme pas cette chose en vérité. Parfois, la majorité a simplement appris à supporter une souffrance similaire et à appeler cela la vie adulte. Lorsqu'une personne décide de sortir de cet automatisme, elle est souvent mal comprise. Celui qui ralentit peut être vu comme quelqu'un qui se contente de peu. Celui qui choisit une vie simple peut être traité comme quelqu'un sans ambition. Celui qui ne cherche pas à impressionner peut sembler étrange. Cela arrive parce qu'une personne qui vit selon ses propres valeurs menace, même sans le vouloir, ceux qui restent prisonniers des valeurs des autres. L'authenticité dérange parce qu'elle montre qu'il existe des alternatives. Et lorsqu'une alternative apparaît, l'excuse selon laquelle il n'y avait pas d'autre choix perd de sa force. Être traité de perdant, dans ce contexte,
peut cesser d'être une insulte et devenir une libération. Si perdre signifie abandonner une compétition qui vole la paix, alors peut-être que perdre est une sagesse. Si perdre signifie cesser de poursuivre une image qui ne correspond pas à sa propre vérité, alors peut-être que perdre est du courage. Si perdre signifie arrêter d'acheter, d'accumuler et de prouver uniquement pour remplir des vides que rien de tout cela ne résout, alors peut-être que perdre est le premier pas vers un gain plus important. Le grand renversement se trouve précisément là. Il est possible de gagner aux yeux du monde et de se perdre soi-même, tout comme il est possible de paraître vaincu aux yeux des autres et de commencer enfin à vivre. La pensée de Thoreau reste forte parce qu'elle touche une douleur qui ne vieillit pas. La douleur de sentir que sa propre vie est administrée mais non expérimentée. La douleur de constater que l'agenda est plein, mais que le cœur est vide. La douleur de conquérir ce qu'on nous avait promis comme source de bonheur et de découvrir que le bonheur ne s'y trouvait pas. Cette douleur n'est pas un signe d'ingratitude ni de faiblesse. Souvent, c'est le signe d'une conscience qui s'éveille. C'est la partie la plus vraie de la personne qui essaie de l'avertir qu'il y a quelque chose de faux dans sa manière de vivre. La solution n'a pas besoin de commencer par une rupture dramatique. Peu de gens peuvent simplement tout abandonner, et peut-être n'en ont-ils même pas besoin. Le commencement peut être plus silencieux et plus profond. Se demander honnêtement quels choix ont encore du sens. Observer quels engagements existent par amour et lesquels existent seulement par peur. Voir quels désirs sont réels et lesquels ont été implantés par la comparaison. Réduire ce qui pèse. Retrouver des moments de présence. Revenir à son propre corps, à sa propre maison, à sa propre nourriture, à ses propres relations. Non comme quelqu'un qui essaie de jouer une vie parfaite, mais comme quelqu'un disposé à habiter la vie qu'il a, tout en construisant une vie plus vraie. La liberté ne naît pas seulement lorsque toutes les conditions extérieures changent, elle commence lorsque la personne cesse de livrer sa conscience au jugement des autres. Tant que l'approbation extérieure sera la principale mesure de valeur, la vie restera entre les mains de ceux qui observent. Mais lorsqu'une personne commence à se demander ce qu'elle considère réellement comme digne, beau, suffisant et nécessaire, un changement intérieur se produit. Le monde continue d'exiger, de comparer et de mettre la pression, mais la personne ne répond plus de la même façon. Elle commence à choisir avec davantage de présence. Et choisir avec présence est l'une des formes les plus réelles de prospérité. Au fond, le message de Thoreau n'est pas contre le travail, contre le progrès ou contre les réussites. Il est contre une vie sans âme. Il est contre le fait de transformer l'existence en vitrine. Il est contre la confusion entre mouvement et sens. Il ne voulait pas que les gens soient moins responsables. Il voulait qu'ils soient plus conscients. Car une responsabilité sans conscience devient une prison, tandis qu'une vie simple, lorsqu'elle est choisie avec vérité, peut devenir une forme profonde de richesse. Peut-être est-ce pour cela que cette idée reste si puissante. Elle rend à l'individu la question que le monde tente d'étouffer. Qu'est-ce qu'une bonne vie? Non pas une vie admirée, non pas une vie enviée, non pas une vie remplie de signes extérieurs de réussite, mais une vie qui, lorsqu'elle est vécue de l'intérieur, a le goût de la vérité. Cette question change tout, parce qu'elle oblige la personne à cesser de mesurer sa propre existence avec la règle des autres. Et lorsque cette règle perd de sa force, beaucoup d'obligations qui semblaient absolues commencent à apparaître comme de simples habitudes répétées. La vie n'a pas besoin d'être une course permanente pour avoir de la valeur. Elle n'a pas non plus besoin d'être grandiose aux yeux des autres pour être profonde. Il existe une immense dignité à vivre avec clarté, à travailler sans se détruire, à se reposer sans culpabilité, à posséder sans être possédé, à chercher la croissance sans abandonner la paix. Le problème n'est pas de désirer une vie meilleure, mais d'accepter n'importe quelle définition de l'amélioration venue de l'extérieur, même lorsqu'elle exige la présence elle-même comme paiement. C'est pourquoi l'ordre le plus provocateur est peut-être précisément celui-ci. Accepte de perdre ce qui n'a jamais été véritablement à toi. Perds le besoin d'impressionner, perds la peur de paraître ordinaire, perds l'obligation de courir au rythme de ceux qui ne savent même pas où ils vont, perds l'illusion que la valeur humaine se mesure à la productivité, perds l'attachement à une image qui t'étouffe, car en perdant ces choses, un espace peut peut-être apparaître pour quelque chose de plus rare, une vie qui t'appartient. Et lorsqu'une personne commence à vivre ainsi, même discrètement, quelque chose change. Les matins cessent d'être seulement le début d'une nouvelle bataille. Le silence cesse de ressembler à une menace et commence à ressembler à un repos. Les choix cessent d'être seulement des réponses à la peur et commencent à porter une intention. La vie quotidienne, autrefois étouffée par la hâte, commence à révéler des détails qui ont toujours été là,
mais que l'anxiété ne permettait pas de percevoir. Et peut-être est-ce cela le véritable sens de gagner, non pas être au-dessus des autres, mais être entier au cœur de sa propre vie. À partir du moment où cette perception commence à prendre de la place, quelque chose change à l'intérieur de la personne d'une manière presque silencieuse, mais profondément transformatrice, parce qu'elle se met à voir plus clairement ce qui lui paraissait auparavant trop normal pour être remis en question. Le rythme accéléré cesse de sembler inévitable. Les exigences constantes commencent à révéler leur véritable poids, et cette ancienne sensation de vide commence à avoir davantage de sens, non comme un défaut personnel, mais comme le signe que quelque chose était désaligné. Cette prise de conscience ne se produit pas d'un seul coup, et elle ne vient pas avec des réponses toutes faites, mais elle ouvre une porte qui se referme difficilement, parce qu'une fois que quelqu'un comprend qu'il peut choisir, même dans de petites choses, il ne parvient plus à revenir complètement au mode automatique d'avant. Il existe un moment où la personne commence à observer sa propre routine avec une certaine distance, comme si elle la voyait de l'extérieur. Elle remarque combien de son temps est engagé dans des obligations qui n'ont jamais été réellement questionnées, combien de décisions ont été prises pour éviter le jugement, et combien de chemins ont été suivis uniquement parce qu'ils semblaient sûrs. Et, en même temps, une inquiétude plus profonde surgit, presque comme un appel intérieur, rappelant qu'il existe une manière plus vraie de vivre, même si elle est inconnue ou même effrayante. La peur apparaît avec force à ce moment-là, parce que sortir d'un schéma connu, même lorsqu'il est épuisant, apporte de l'insécurité. L'esprit commence à créer des arguments, en rappelant les factures, les responsabilités, les attentes des autres, les conséquences possibles de chaque changement. Et tout cela est réel. Cela ne peut pas être ignoré, mais cela ne peut pas non plus être la seule base de décision. Car vivre uniquement pour éviter les problèmes est aussi une manière de renoncer à sa propre vie. Le grand piège consiste à croire qu'il n'existe que deux chemins, continuer exactement comme avant, ou tout abandonner de manière radicale. Mais la transformation la plus vraie se produit généralement de façon progressive, silencieuse, presque invisible pour ceux qui regardent de l'extérieur. Elle commence dans les petits choix, dans la façon dont le temps est utilisé, dans la manière dont l'attention est dirigée, dans le courage de dire non à ce qui n'a plus de sens, même si cela provoque un malaise au début. En réduisant l'excès, quelque chose d'important se produit. La personne commence à se retrouver, non pas d'une manière idéalisée, comme si tout devenait parfait, mais d'une façon honnête. Elle commence à percevoir ce qu'elle aime réellement, ce qui la dérange réellement, ce qui compte réellement. Les choses simples prennent une nouvelle valeur, parce qu'elles cessent d'être ignorées. Un moment de silence, une conversation sincère, un repas pris avec calme, un temps sans distraction, tout cela commence à retrouver une signification qui avait été perdue. Cette reconnexion est essentielle parce qu'elle rend à la personne quelque chose que le monde moderne tend à lui retirer, la capacité de sentir sa propre vie. Lorsque tout est fait dans la précipitation, avec le regard fixé uniquement sur l'étape suivante, l'expérience du présent se dissout. La personne vit toujours en anticipant ce qui vient après, comme si le maintenant n'était qu'un intervalle entre une obligation et une autre. Et ainsi, même en étant vivante, elle ne se sent pas réellement présente. Thoreau le soulignait déjà lorsqu'il parlait de vivre de manière délibérée, non comme un concept lointain, mais comme une pratique quotidienne. Être présent ne signifie pas abandonner ses responsabilités, mais les accomplir avec conscience, sans s'y perdre complètement. Cela signifie percevoir ce qui est fait, pourquoi cela est fait, et quel impact cela a sur sa propre vie. Cette clarté change tout, parce qu'elle empêche la personne de continuer à se livrer aveuglément à un rythme qu'elle n'a pas choisi. Avec le temps, un autre changement commence à se produire. Le besoin d'approbation perd de sa force. Cela ne se fait pas immédiatement, parce que le désir d'être accepté fait partie de l'expérience humaine, mais il cesse d'être le guide principal des décisions. La personne commence à comprendre que vivre pour plaire constamment provoque une usure profonde, parce que cela exige une adaptation continue, souvent au prix de sa propre vérité. Et lorsque cette dépendance diminue, une sensation de légèreté difficile à expliquer apparaît, non pas parce que la vie devient plus facile, mais parce qu'elle devient plus cohérente. Les choix commencent à refléter des valeurs réelles, et non seulement des attentes extérieures. La comparaison perd en intensité, parce qu'il n'a plus de sens de mesurer sa propre vie à partir de celle des autres. Chaque chemin commence à être vu comme unique, avec ses propres défis et ses propres significations. Ce changement de perspective transforme aussi la relation au succès.
Ce qui semblait autrefois essentiel peut perdre de son importance, tandis que des choses simples gagnent en valeur. La reconnaissance extérieure cesse d'être un besoin constant et devient seulement une conséquence possible, non un objectif central. Le regard se déplace vers la qualité de l'expérience, vers la sensation d'être aligné avec ce que l'on fait, avec ce que l'on vit. Cela ne signifie pas l'absence d'ambition, mais une ambition différente. Au lieu de rechercher seulement une croissance extérieure, la personne commence à valoriser une croissance intérieure. Au lieu d'accumuler les réussites, elle cherche la cohérence. Au lieu de prouver quelque chose aux autres, elle commence à construire quelque chose qui a du sens pour elle-même. Dans ce processus, des questions plus profondes surgissent inévitablement. Qu'est-ce qui définit réellement une vie bien vécue? Qu'est-ce qui vaut la peine d'être porté? Et qu'est-ce qui peut être laissé derrière soi? Quels sont les coûts invisibles des choix faits jusqu'ici? Ces questions n'ont pas de réponse universelle, mais elles ont un pouvoir transformateur, parce qu'elles obligent la personne à sortir du pilotage automatique et à assumer la responsabilité de sa propre trajectoire. Et assumer cette responsabilité est l'un des mouvements les plus difficiles et les plus libérateurs à la fois. Difficile parce qu'il retire la possibilité de blâmer uniquement les circonstances, le système ou les autres. Libérateur parce qu'il rend la capacité de choisir, même à l'intérieur de limites réelles. La personne comprend que, même si elle ne contrôle pas tout, elle peut encore décider de la manière dont elle se place face à sa propre vie. Cette conscience apporte aussi une nouvelle façon de regarder le temps. Le temps cesse d'être seulement une ressource à optimiser et commence à être vu comme quelque chose de sacré, parce qu'il est limité. Chaque choix devient plus significatif lorsque l'on comprend qu'il consomme une partie de sa propre vie, et cela conduit naturellement à une sélection plus attentive de ce qui mérite de recevoir notre attention. L'excès commence à être questionné non pour une raison esthétique, mais pour une question de survie émotionnelle. Beaucoup d'activités, d'engagements et même de relations commencent à être réévaluées avec plus d'honnêteté. Non de manière froide ou égoïste, mais avec la compréhension qu'il n'est pas possible de tout soutenir sans se perdre dans le processus. Cette phase peut provoquer de l'inconfort, parce qu'elle implique des changements. Certaines personnes peuvent ne pas comprendre, certaines relations peuvent se transformer, certaines attentes peuvent être déçues. Mais cet inconfort fait partie de la croissance. Il indique que quelque chose est en train de s'ajuster, que la vie cesse d'être une simple répétition et commence à devenir une construction plus consciente. En même temps, une sensation d'autonomie qui n'existait pas auparavant apparaît. Non pas une autonomie absolue, mais suffisante pour faire des choix plus alignés. La personne commence à comprendre qu'elle n'a pas besoin de suivre tous les modèles, qu'elle peut adapter ce qui a du sens et rejeter ce qui n'en a pas. Cela change complètement la manière de vivre, parce que cela transforme la vie en quelque chose de plus personnel, de plus vrai. Cette transformation ne se produit pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Elle ne dépend pas de grands changements externes, même si ceux-ci peuvent arriver. Elle commence dans la manière dont la personne pense, ressent et décide. Et peu à peu, ces changements intérieurs commencent à se refléter dans le monde extérieur, de façon naturelle. Le plus intéressant, c'est que plus la personne se rapproche d'elle-même, moins elle ressent le besoin de prouver quoi que ce soit. La vie cesse d'être une vitrine et devient un espace d'expérience. Le regard cesse d'être tourné vers le paraître et revient vers l'être. Et ce changement, bien que simple en apparence, modifie profondément la qualité de l'existence. Thoreau n'offrait pas de réponse toute faite, mais il pointait dans cette direction. Une vie plus consciente, plus simple, plus présente. Une vie où la valeur ne réside pas dans la quantité de choses accomplies, mais dans la profondeur avec laquelle elles sont vécues. Une vie où la liberté ne dépend pas seulement des conditions extérieures, mais de la capacité à ne pas se soumettre entièrement à des attentes qui n'ont pas de sens. Cette vision reste actuelle parce que le monde continue d'encourager exactement l'inverse. Plus de vitesse, plus de production, plus de comparaison, plus de distraction. Et face à cela, choisir de vivre avec davantage de présence devient presque un acte de résistance. Non pas contre le monde, mais contre tout ce qui éloigne la personne d'elle-même. Au final, il ne s'agit pas de tout abandonner, mais de récupérer ce qui a été perdu en chemin. Récupérer l'attention, la présence, la capacité de sentir, la liberté de choisir. Et cela ne se fait pas d'un seul coup, mais commence par une décision simple. Arrêter de vivre uniquement pour correspondre aux attentes et commencer peu à peu à vivre pour exister vraiment. À mesure que cette décision commence à s'ancrer intérieurement,
Même de façon encore discrète, une nouvelle sensibilité émerge, comme si la personne commençait à percevoir des couches de la vie qui passaient auparavant inaperçues, car lorsque l'on cesse de courir en permanence, le regard change. La perception s'élargit et ce qui semblait trop ordinaire commence à révéler une valeur inattendue, non pas parce que le monde a changé, mais parce que la manière d'être au monde s'est transformée, et cette transformation ne dépend pas de grands événements. Elle naît de petits ajustements intérieurs qui, accumulés au fil du temps, reconstruisent la relation de la personne avec tout ce qui l'entoure. Le premier impact de ce changement est généralement intérieur, une forme d'étrangeté face à sa propre routine, comme si ce qui était auparavant automatique demandait désormais une explication. Et cela peut créer de l'inconfort, car remettre en question ce qui a toujours été fait sans réflexion enlève un sentiment de sécurité, même si cette sécurité n'était qu'apparente. Et à ce moment-là, l'esprit tente de récupérer ses anciens arguments, tente de justifier l'excès, la précipitation, le besoin constant de produire, mais quelque chose ne s'assemble plus comme avant, parce que lorsque la conscience s'éveille, elle n'accepte plus des réponses superficielles. Avec le temps, ce questionnement cesse d'être inconfortable et devient nécessaire, presque comme un filtre qui commence à séparer ce qui a réellement de la valeur de ce qui ne fait qu'occuper de l'espace. Et cette séparation ne se fait pas seulement au niveau matériel. Elle touche aussi les pensées, les habitudes, les relations et les attentes, parce que bien souvent, le poids le plus lourd ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans les idées que l'on porte sans s'en rendre compte, des idées sur ce qu'est le succès, sur ce qu'est l'échec, sur ce que les autres attendent, sur ce qu'il faudrait être pour être accepté. Et lorsque ces idées commencent à être réexaminées, la personne découvre qu'une grande partie de la pression qu'elle ressentait ne venait pas seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Cette découverte est délicate, parce qu'elle fait apparaître la responsabilité de ses propres choix. Et assumer cette responsabilité demande de la maturité, demande du courage, pour reconnaître que, même face à des limites réelles, il existe encore des espaces où il est possible de décider autrement. Et c'est précisément dans ces espaces que la vie commence à se réorganiser, non pas de manière brutale, mais avec constance, comme quelqu'un qui commence à nettoyer un environnement peu à peu, en misant son temps, retirant les excès, en ouvrant de l'espace, en laissant la lumière entrer à nouveau. En faisant cela, la relation au temps se transforme profondément, parce que le temps cesse d'être perçu uniquement comme quelque chose à remplir et commence à être reconnu comme quelque chose à vivre. Et cette différence change complètement l'expérience quotidienne, car remplir le temps peut se faire de n'importe quelle manière. Mais vivre le temps exige de la présence, exige de l'attention, exige une forme d'engagement que le rythme accéléré empêche souvent. Et lorsque cette présence commence à apparaître, même les activités les plus simples prennent un nouveau sens, parce qu'elles cessent d'être de simples tâches et deviennent des expériences. Ce changement modifie aussi la manière dont la personne se relie à sa propre valeur, car en sortant de la logique de comparaison constante, elle cesse de mesurer sa vie à partir de celle des autres et commence à construire des critères plus intérieurs, plus honnêtes, plus alignés avec ce qui compte réellement. Et cela ne signifie pas ignorer le monde ni se retirer complètement, mais ne plus dépendre exclusivement de lui pour valider sa propre existence, ce qui apporte une liberté silencieuse, mais profondément puissante. Avec cette liberté, certaines choses perdent naturellement de leur force, comme le besoin constant d'approbation, la peur excessive du jugement et l'urgence de prouver sa valeur en permanence, et à la place de ces pressions apparaît un espace plus grand pour l'authenticité, non pas une authenticité mise en scène, exhibée, mais une authenticité calme, qui n'a pas besoin de se justifier à chaque instant, qui ne dépend pas des applaudissements pour exister, qui est simplement, sans effort, excessif. Cette manière de vivre, bien que plus légère, n'est pas dépourvue de défis, car le monde continue de fonctionner de la même manière, avec ses exigences, ses comparaisons et ses attentes. Mais la différence réside dans la façon dont la personne y répond, car il existe désormais un filtre intérieur plus clair, une conscience plus active, une capacité plus grande à choisir où investir son énergie et où ne pas l'investir, ce qui évite une usure inutile et permet de conduire la vie avec plus d'équilibre. À ce stade, beaucoup commencent à percevoir que ce qui semblait indispensable auparavant n'était en réalité qu'une habitude, et cette perception ouvre la voie à des changements concrets, comme réduire les engagements qui n'ont plus de sens, réorganiser les priorités, établir des limites plus claires, et même redéfinir des objectifs,
non pas en fonction de ce qui est attendu, mais en fonction de ce qui est vrai, et bien que ces changements puissent sembler petits pris isolément, ensemble, ils créent une différence significative dans la qualité de vie. En parallèle, une reconnexion avec les aspects les plus simples de l'existence émerge, ceux qui sont généralement ignorés lorsque tout va trop vite, comme le plaisir d'une conversation sans précipitation, la tranquillité d'un moment de silence, la satisfaction de réaliser quelque chose avec une attention pleine. Et ces expériences, bien que discrètes, apportent une sensation de plénitude difficile à trouver dans des conquêtes extérieures, parce qu'elles ne dépendent ni de la comparaison, ni de la validation, elles existent par elles-mêmes. Cette redécouverte du simple ne signifie pas rejeter le progrès ni renoncer à grandir, mais ne pas sacrifier sa propre vie au nom d'une idée de succès qui n'apporte pas de réalisation. Et cette distinction est essentielle, car elle permet de continuer à avancer, mais de manière plus consciente, plus équilibrée, plus alignée avec ses valeurs, évitant ainsi de retomber dans un cycle d'efforts vides. Avec le temps, cette manière de vivre se consolide et commence à influencer non seulement la personne, mais aussi son environnement, car des choix plus conscients tendent à générer des relations plus authentiques, des décisions plus cohérentes et une présence plus significative, créant un impact qui dépasse l'individu, même s'il reste subtil, en montrant qu'il est possible de vivre autrement, même au sein d'un monde qui encourage le contraire. Cette transformation modifie également la perception du succès, qui cesse d'être un point fixe à atteindre à tout prix et devient un processus continu d'alignement entre ce que l'on vit et ce que l'on croit, ce qui élimine la sensation constante d'être en retard, puisqu'il n'existe plus de ligne d'arrivée définie par les autres, mais un chemin construit à partir de choix personnels, apportant une sensation d'autonomie qui semblait auparavant lointaine. Dans ce contexte, la peur de perdre commence elle aussi à perdre de sa force, car la personne comprend que toute perte n'est pas négative et qu'abandonner certaines choses peut être nécessaire pour en gagner d'autres plus essentielles, comme du temps, de la paix, de la présence et de l'authenticité. Et cette compréhension transforme complètement la manière d'aborder les décisions difficiles, les rendant plus conscientes et moins impulsives. Parallèlement, l'idée d'échec se transforme également, cessant d'être perçue comme quelque chose de définitif et devenant une partie du processus de découverte. Car lorsque la vie n'est plus une tentative constante de répondre à des attentes extérieures, les erreurs cessent d'être des menaces pour l'image et deviennent des opportunités d'ajustement, réduisant ainsi la peur d'essayer quelque chose de différent. Cette nouvelle manière de regarder la vie ne supprime pas les défis, mais elle en transforme la manière de les affronter, car la personne commence à faire face aux difficultés avec plus de clarté et moins de désespoir, comprenant que tout ne peut pas être contrôlé, mais qu'il est toujours possible de choisir la manière de répondre, et ce choix, même lorsqu'il est petit, a un impact immense sur la façon dont la vie est vécue. Au fond, ce qui se consolide peu à peu est un sentiment d'appartenance à sa propre vie, quelque chose que beaucoup perdent sans s'en rendre compte, parce qu'ils passent tant de temps à essayer de s'adapter à des modèles extérieurs qu'ils cessent de reconnaître leur propre essence, et retrouver ce sentiment d'appartenance est l'un des plus grands gains possibles, car il apporte une cohérence qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Et c'est précisément à ce moment que l'idée initiale se révèle avec plus de clarté, car ce qui semblait être une provocation, la possibilité de perdre pour gagner en liberté, commence à prendre un sens concret, non comme un concept abstrait, mais comme une expérience vécue, où renoncer à certaines courses permet enfin de respirer, où cesser de rechercher constamment l'approbation permet d'exister avec plus de vérité, où réduire l'excès permet de ressentir la vie avec plus d'intensité. Cette transformation ne se produit pas d'un seul coup, et elle ne suit pas un schéma fixe, mais elle commence toujours de la même manière, par une pause, par une question, par un moment de conscience au milieu de l'automatique, et ce moment, aussi petit soit-il, a le pouvoir d'initier une transformation profonde, parce qu'il brise le cycle de la répétition et ouvre un espace pour quelque chose de nouveau. Et lorsque cet espace s'ouvre, même discrètement, une possibilité apparaît, qui a toujours été là mais souvent ignorée. La possibilité de vivre de manière plus simple, plus consciente et plus vraie, sans le besoin constant de prouver quoi que ce soit, sans l'obligation de suivre un rythme qui n'a pas de sens, sans la pression de répondre à des attentes qui ne reflètent pas ce que l'on est réellement. Cette possibilité ne promet pas une vie parfaite, mais elle offre quelque chose de peut-être encore plus précieux, une vie qui a du sens, et lorsqu'une vie a du sens,
Même les défis prennent une nouvelle signification, car ils cessent d'être de simples obstacles et deviennent une partie d'un chemin qui a été choisi et non simplement imposé. À mesure que cette manière de voir la vie se renforce, la personne commence à comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de changer des habitudes ou d'ajuster des routines, mais de reconstruire sa relation avec l'existence elle-même, car ce qui était auparavant guidé par la précipitation, la comparaison et l'obligation commence à être orienté par la présence, la conscience et l'intention. Et ce changement, bien que silencieux, transforme profondément la manière dont chaque journée est vécue, puisqu'elle cesse d'être une simple succession de tâches pour devenir une expérience qui peut être ressentie avec plus de clarté et de vérité. Ce processus n'élimine pas les responsabilités, ni ne transforme la vie en quelque chose d'idéal ou sans difficulté, mais il crée une base plus solide pour faire face à tout cela. Car lorsqu'il existe une cohérence intérieure, même les défis deviennent plus supportables, puisqu'ils ne sont plus liés à une vie dénuée de sens, mais à un chemin qui a, d'une certaine manière, été choisi. Avec le temps, cette clarté apporte aussi une nouvelle manière de se positionner face au monde, car la personne cesse de réagir automatiquement aux pressions extérieures et commence à répondre avec plus de conscience, en choisissant où il vaut la peine d'investir son énergie et où il est préférable de se retirer, et cette capacité de discernement évite une usure inutile, permettant de conduire la vie avec plus d'équilibre et moins de tension. Les décisions commencent à être prises sur la base de valeurs plus intérieures, et non seulement d'attentes extérieures, ce qui réduit le besoin de validation constante et renforce le sentiment d'autonomie, même dans un environnement qui reste exigeant. Cette autonomie, cependant, ne signifie pas isolement, mais liberté de participation, car la personne continue d'être insérée dans la société, continue de travailler, de vivre avec les autres, de construire, mais sans se perdre complètement dans ses processus, en maintenant un espace intérieur préservé, où son identité ne dépend pas exclusivement de ce qu'elle fait ou de ce qu'elle accomplit. Et cet espace est essentiel pour soutenir une vie plus saine, car il empêche que tout ce qui est extérieur détermine entièrement ce qui est ressenti à l'intérieur. En comprenant cela, la relation au succès se transforme de manière définitive, car il cesse d'être perçu comme un point final à atteindre à tout prix et devient un alignement continu entre ce que l'on vit et ce que l'on croit, éliminant ainsi la sensation constante d'insuffisance, puisqu'il n'existe plus d'objectif imposé à atteindre pour donner de la valeur à la vie, mais un processus construit au quotidien, à partir de choix plus conscients et plus cohérents. Dans ce nouveau regard, perdre prend également une signification différente, car ne pas suivre certains chemins, renoncer à certaines attentes ou refuser certaines opportunités cesse d'être perçu comme un échec et devient une partie d'un processus de sélection, où ce qui n'a pas de sens est laissé de côté pour que ce qui compte réellement puisse rester, et cette capacité à choisir ce que l'on ne porte pas est aussi importante que celle de décider ce que l'on garde, car c'est elle qui empêche l'accumulation de poids inutiles au fil de la vie. En même temps, la simplicité cesse d'être confondue avec la limitation et commence à être reconnue comme une forme de clarté, où moins de bruit permet plus de perception, moins d'excès permet plus de présence, et moins de distraction permet plus de connexion avec ce qui compte vraiment. Et cette simplicité n'a pas besoin d'être radicale. Elle peut se construire progressivement, à travers de petites décisions qui, accumulées, créent une différence significative dans la manière de vivre. Cette transformation apporte aussi une nouvelle relation au temps, qui cesse d'être seulement une ressource à remplir et devient quelque chose de précieux, car chaque moment vécu avec conscience possède une valeur qui ne peut pas être récupérée. Et cette perception conduit naturellement à un choix plus attentif de la manière dont le temps est utilisé, en évitant de le gaspiller dans des activités sans sens et en valorisant celles qui contribuent réellement à une vie plus pleine. Avec cette conscience, la personne commence à percevoir que la véritable richesse ne réside pas dans la quantité de choses possédées, mais dans la qualité de ce qui est vécu, car les expériences ressenties avec présence ont un impact bien plus profond que des conquêtes accumulées sans signification. Et ce changement de perspective transforme complètement la manière de construire sa vie, la rendant plus légère, plus vraie et plus alignée avec ce qui compte réellement. Cette légèreté n'élimine pas les défis, mais elle transforme la manière de les affronter, car lorsque du sens est présent, l'effort cesse d'être uniquement une fatigue et devient une partie d'un processus plus large, où chaque difficulté contribue à une croissance qui n'est pas seulement extérieure, mais aussi intérieure,
renforçant la capacité à vivre de manière plus consciente et équilibrée. Au fond, ce qui se consolide dans ce processus est un sentiment d'appartenance à sa propre vie, quelque chose que beaucoup perdent sans s'en rendre compte, parce qu'ils passent tant de temps à essayer de se conformer à des modèles extérieurs qu'ils cessent de reconnaître qui ils sont réellement. Et retrouver ce sentiment d'appartenance est l'une des transformations les plus profondes possibles, car il rend à la personne le sentiment que sa vie a du sens, non parce qu'elle répond à des attentes, mais parce qu'elle reflète sa propre vérité. C'est là le grand renversement que peu perçoivent. Ce que le monde appelle souvent une perte peut, en réalité, être le début d'une vie plus libre, plus consciente et plus vraie, tandis que ce qui est célébré comme une victoire peut cacher un coût trop élevé lorsqu'il n'est pas aligné avec ce qui compte réellement. Et comprendre cette différence transforme complètement la manière de faire des choix, car il existe désormais un critère plus profond que celui de simplement suivre ce qui est attendu. Et lorsque cette compréhension devient une partie de la manière de vivre, la personne ne ressent plus le même besoin de courir, de se comparer ou de prouver, parce qu'elle comprend que la vie n'a pas besoin d'être une compétition permanente pour avoir de la valeur, et cette tranquillité ne vient pas de l'absence de défis, mais de la présence de sens, qui est ce qui soutient une vie réellement digne d'être vécue. Si cette réflexion a résonné à un certain niveau, si elle a apporté de la clarté, de l'inconfort, ou même un nouveau regard sur votre propre vie, alors cela vaut la peine de continuer à approfondir ce chemin, parce que ce type de prise de conscience n'apparaît pas par hasard, elle surgit lorsque quelque chose en vous est prêt à voir autrement, et reconnaître cela est déjà une étape importante. Et si ce contenu vous aide d'une manière ou d'une autre, prenez un moment pour vous abonner à la chaîne, aimez la vidéo et laissez un commentaire en écrivant « Je choisis de vivre avec plus de conscience et de vérité », car ce type de positionnement renforce la décision de sortir du mode automatique et de commencer à construire une vie qui a réellement du sens.